Oui, depuis 24 ans. Donc, je suis entré à la gendarmerie en 1971. J'ai fait mon instruction. Puis après, j'ai travaillé pendant 5 ans dans un mess officier. Puis après, j'ai demandé pour partir en brigade, où j'ai travaillé en uniforme jusqu'en 1985. Et puis, j'ai demandé pour remonter sur Bruxelles à la BSR, donc, qui est une section recherche à la BSR de Bruxelles, où là, j'ai travaillé d'abord dans une section meurtre, hold-up, vol important. Et après, je suis passé à la section financière. Mais il faut savoir une chose, c'est que c'est important pour votre public. C'est pas parce qu'on a travaillé dans des meurtres, hold-up ou finance qu'on ne faisait pas autre chose. Donc, nous étions de permanence 24 heures sur 24. Donc, nous étions prêts à intervenir le week-end, en semaine, la nuit, pour des faits de mœurs, pour n'importe quoi. Parce qu'on pourrait se demander, oui, mais comment ça se fait que des flics pareils travaillent dans des dossiers mœurs? Eh bien, donc, voilà l'explication. Jusqu'à ce moment-là, ben, j'ai reçu des félicitations de la magistrature et de ma hiérarchie. D'ailleurs, dans mes évaluations, on avait marqué, ben, continuez, on ne sait pas faire mieux. Mais il faut savoir une chose, c'est que j'ai eu des problèmes avec ma hiérarchie un petit peu avant l'affaire du trou. Et quand j'ai demandé la promotion sociale pour devenir gradé, ben, ma hiérarchie a falsifié mes évaluations. Et donc, j'ai un démenti d'un colonel qui a rectifié tout. Donc, ils avaient passé leur temps à me mettre ben, en bas de l'échelle, alors que pendant des années, ben, c'était parfait. Donc, quand l'affaire du trou éclate, notre section financière est sollicitée par les magistrats de Neuchâtel. Ces magistrats avaient déjà travaillé dans l'affaire Coles. Donc, c'est un ministre qui avait été assassiné, un président de parti, et il y a eu une histoire de titres volés. Et donc, les magistrats de Neuchâtel avaient déjà fait appel à nous. Et donc, quand l'affaire du trou a éclaté, ils nous ont appelés pour s'occuper du volet financier de l'affaire du trou, donc sur les suspects arrêtés à Neuchâtel. Et un jour, l'adjudant de Batz, donc, qui était notre patron, se rend chez le juge Conrad à Neuchâtel. Et là, il y a un appel qui arrive, un appel en néerlandais. Bon, donc en Belgique, ben, on a 3 langues. Et donc, le juge, bon, ben, il comprend peut-être un petit peu le néerlandais, comme beaucoup, mais après, bon. Alors, donc, il a passé la communication à l'adjudant. Et l'adjudant, bon, ben, il a pris note. Et puis, il a dit au juge, voilà, c'est une personne qui veut témoigner contre Nioul, mais comme c'est la PJ qui s'occupe, la police judiciaire qui s'occupe de Nioul, ben voilà le papier. Et 2 jours, ou le lendemain, ou le surlendemain, le juge a dit non, non, c'est pour vous, vous en occupez. Et donc, le 20 septembre, l'adjudant de Batz a commencé la première audition vidéo filmée du témoin X1 qui deviendra par après, donc perdra son anonymat à sa demande, qui deviendra Regina Louf. Regina Louf sera entendue à 17 reprises, mais toutes les auditions vidéo filmées qui représentent à peu près 1500 pages. Elles sont où? Bon, donc, allez, donc l'audition se faisait, donc c'était une cassette vidéo, donc c'était un enregistrement vidéo. Et quand c'était terminé, la cassette était copiée, l'original était mis dans un coffre et la cassette était retranscrite par des gendarmes. Puis après, vu que X1 parlait en néerlandais, le texte partait chez des traducteurs jurés, requis par un juge d'instruction. Et donc, le juge recevait à ce moment-là la version en flamand et en français. Donc, il y avait les deux versions. Et les cassettes étaient déposées au greffe. Donc, ce sont des dames qui ont été abusées dans leur enfance. Bon, moi, je ne me suis pas occupé des témoins X, donc c'est difficile d'en parler. Je vais être honnête et je vais dire, bon, Regina Louf, elle a fait 1500 pages d'audition. Bah, si j'ai lu 2 pages, c'est beaucoup. Mais c'est des gens qui ont dénoncé des personnalités. Bon, il ne faut pas penser au Palais Royal, hein, non, mais qui ont dénoncé des officiers de gendarmerie, des officiers, des membres de la police judiciaire, des hommes politiques et des magistrats. Et donc, ben, ça dérangeait beaucoup de monde. Nous, notre mission, ce n'est pas, bon, maintenant, vous venez chez moi et me dire, ben, hier soir, j'ai été frappé ou violé par le pape. Bon, ben, je sais que le pape est peut-être en visite à ce moment-là, allez, du monde. Donc, je vais dire, bon, allez, va te promener. Mais ici, bon, vous avez des personnes qui viennent, donc on doit vérifier. Et comme l'adjudant de Batz a toujours dit, ça allait prendre 1 an, 2 ans s'il faut, mais on va vérifier. Et donc,
est-ce qu'elle est crédible ou pas crédible? Maintenant, je vais prendre un exemple. Vous avez, je ne sais pas quel âge, et je vais vous dire, faites-moi un peu la liste des gens qui étaient à votre communion quand vous aviez 12 ans, et vous allez ou à votre mariage, et vous allez me faire la liste. Et puis je vais vous dire, ta tante Germaine, ben non, elle avait le bras cassé, elle est à l'hôpital. Est-ce que pour ça, vous n'êtes pas crédible? Si maintenant, vous avez 50 ans et je vous dis, tiens, à 18 ans, tu as volé une Opel Kadett. Et vous allez me dire tout de suite, parce que c'est la seule voiture que vous avez volée dans votre vie, vous allez me dire, ben oui, une bleue, une, avec 4 portes. Vous allez me donner le détail. Mais si vous en avez volé 500 et que je vous pose la question, vous allez me dire quoi? Ben oui, laquelle? La bleue, la rouge, la verte, la 2 portes, la 4 portes. Donc, c'est la même chose avec Regina Louf. Elle a tellement vécu de choses que bon, il faut reconstituer tout ça. Et donc, elle nous a mis. Bon, moi, je ne m'occupais que du dossier de la champignonnière, donc l'assassinat d'une jeune fille qui est assassinée à Bruxelles dans une champignonnière abandonnée le 13 février 1984. Et donc, Regina Louf explique à mes collègues, il la interroge ainsi, puisque moi, je ne parle pas le flamand, malheureusement, il, elle dit bon, ben, qu'elle a assisté à l'assassinat donc d'une torture d'une jeune fille qui s'appelle Chrissy. Mes collègues, l'adjudant de Batz et le collègue UP, ben, disent tiens, c'est la champignonnière. Et puis ils se disent entre eux ben non, ça a été résolu cette affaire puisqu'il y avait eu des arrestations. Mais les magistrats nationaux qui suivent les auditions, parce qu'on a des magistrats, dont M. Bourlet, le procureur de Neuchâtel, on a des magistrats qui suivent ça, qui disent non, 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 ça c'est le dossier de la champignonnière, ce qu'elle dit là, c'est le dossier de la champignonnière. Et le magistrat national donne ordre au parquet de reprendre le dossier, et le 4 décembre, on confie à l'adjudant de Batz le dossier qui fait une dizaine de cartons. L'adjudant de moi, je suis en congé ce jour-là. Le lendemain, bon, on me donne le dossier, on me demande d'en faire une synthèse. Et je commence ma synthèse. Donc d'abord, je me dis, s'il y a quelqu'un d'arrêté là-dedans, les juges en ont besoin, les avocats en ont besoin. Donc je demande à un collègue de faire une copie, de tout classer. Et le 10 décembre, je commence ma synthèse. Une synthèse où je lis donc tous les procès-verbaux et j'encode donc la date, le numéro de PV et le contenu, enfin un résumé. Et j'ai le mon officier qui arrive, qu'est-ce que tu fais? Bah, mais en fait, on ne va pas perdre son temps avec ce dossier-là, on a autre chose à faire. Bon, je dis, moi, mon chef m'a demandé de faire ça. Moi, je ne t'ai rien demandé. Je dis, mais mon chef, c'est pas vous, c'est l'adjudant de base. Et tous les jours, c'était la même chose. Les jours, allez, même le samedi, il rentrait comme un fou furieux. Je voyais encore même sa femme avec sa sur le trottoir. Il venait se promener à Bruxelles et il venait me surprendre pour voir si je travaillais. Moi, je faisais ma synthèse. Et finalement, fin décembre, non, déjà à la mi-décembre, nous avons eu le colonel Bergmus, qui était le patron du bureau central des recherches, qui est venu à l'antenne de Neuchâtel pour motiver les troupes en disant, écoutez, vous pouvez travailler, vous pouvez demander tout ce que vous avez besoin, c'est une grosse enquête. Et moi, je lui ai dit, est-ce que je peux vous parler en privé? Et il a accepté. Et donc, je l'ai reçu dans mon bureau avec un gradé et un autre collègue. Et on lui a expliqué, écoutez, nous, avec cet officier, c'est impossible. Il est négatif sur tout. Bon, alors, bon, bah, naturellement, ça n'a pas plu à mon officier. Et tous les jours, bah, il continuait, il continuait. Finalement, moi, fin décembre, j'ai dit, j'abandonne ma synthèse et je bâcle. J'en fais un PV de 88 pages. Et je suis reçu au parquet le 2 janvier. Et la magistrate me dit, Monsieur Bill, vous devez continuer. Je dis, d'accord, mais alors vous me donnez un ordre écrit. Elle m'a donné un ordre écrit, donc de continuer. Mais, Monsieur Bill, qu'est-ce qu'elle me dit? Vous ne pouvez plus écrire tout ce que vous trouvez. Vous devez simplement me le dire. Bon, moi, une magistrate qui me dit ça en pleine commission du trou, où tous les soirs, ben, quand j'avais l'occasion, je regardais les débats entre la commission, les gendarmes ou les policiers et les magistrats. Non, je ne l'ai pas dit, vous ne l'avez pas dit, un de deux ne dit pas la vérité. Bon, moi, je me suis dit, je ne joue pas dans ce jeu-là. Je suis rentré au bureau et j'ai continué ma synthèse pour en finir fin janvier avec un procès-verbal de 202 pages. Dans un fameux paquet, donc tapé 202 pages, mais bon, j'avais analysé tout le dossier. Et j'avais relevé, donc qu'est-ce que le magistrat me reprochait? Ben, je ne faisais que de relever des dysfonctionnements dans ce dossier. Pendant 12 ans, c'est la police judiciaire qui a travaillé sur le dossier, mais j'étais surpris. Bon, il y a eu 2 chefs d'enquête là-dedans, c'est déjà rare de policiers qui étaient chefs d'enquête. C'est exceptionnel parce qu'il y a des gens de la police judiciaire que j'ai entendus qui me l'ont dit, c'est jamais vu. Et qu'est-ce que je trouve dans le dossier?
Par exemple, la maman de Christine Vanès, donc la jeune fille qui a été assassinée à la Champignonnière, elle est seulement interrogée en 1991, 7 ans après les faits. 7 ans après les faits, on fait un portrait robot et on dit non, c'est prématuré de le diffuser. 3 ans après les faits, en 87, il y a un appel anonyme qui arrive à la police d'Etterbeek et là on dit si vous voulez résoudre l'affaire de la Champignonnière, menez une enquête au Dolo. Le Dolo, c'était un établissement où il y avait des partous, où des policiers, des gendarmes, des magistrats, des politiciens se retrouvaient, et surtout M. Nioul. Bon. Et le juge Van Espen, donc, qui a reçu ce dossier, ce PV, a fait une apostille, donc un devoir, et il a demandé donc, de saisir la cassette et de faire une enquête. Il n'y a jamais eu d'enquête. Mais en 96, quand l'affaire du trou a éclaté, le patron du Dolo, M. Fourgeot, a été interrogé par des collègues. Et M. Fourgeot, il cite les noms des personnes qui venaient. Et là-dedans, il y a un des deux chefs d'enquête de la Champignonnière qui y venait. Ah oui. Alors, par exemple, Christine Vanès, elle est décédée le 13 février 1984. La police judiciaire, quand elle commence l'enquête, elle va à l'école, et à l'école, on lui remet un certificat médical. Christine a été malade du 20 janvier au 25 janvier 1984. Logiquement, un certificat médical, il daterait du 20. Non, ici, il date du 25, donc après l'exemption. Bon, c'est un ORL. Le nom n'est pas Christine, mais Christiane. Et la logique voudrait qu'on interroge ce médecin. Il a été interrogé en 89, 59 mois plus tard, pour ne plus se souvenir. Bon, il y a eu plein d'anomalies, des choses qui ont été saisies, des choses qui n'ont pas été déposées au greffe, des objets qu'on a mis au greffe, qu'on a retirés, qu'on ne sait pas pourquoi. Et en 97, donc il faut savoir, dans la Champignonnière, il y a le juge Van Espen. Mais avant lui, quand le meurtre arrive, c'est le juge Éloi qui est en charge de ce dossier. Et le juge Éloi tombe malade. Mais en 1984, que fait le juge Van Espen? Il est avocat. Et il est même collaborateur avec Annie Bouty, l'épouse de Nioul. Et en 85, il est nommé, d'après M. Nioul, M. Van den Boenans, qui a été Premier ministre, serait intervenu pour la nomination du juge Van Espen. Et donc, le juge Van Espen, que j'ai toujours connu comme juge financier, on lui confie la Champignonnière. Non, l'ayant vu le dossier, je n'ai jamais rien trouvé de financier dans ce dossier. Et le juge Van Espen, donc il y a l'époque où il y a eu des punks qui ont été arrêtés, et le juge Van Espen se présente chez nous parce que donc en avril 96, il demande, donc on clôture le dossier. C'est fini, bon, on ne trouve rien, il y a 12 ans que ça dure, hop, on clôture le dossier. Et donc, moi, je reprends le dossier en décembre, et naturellement, les rumeurs, le tam-tam fonctionne vite. Et le 20 janvier, le juge Van Espen s'emmène dans nos bureaux en fin de journée. Nous, on travaille avec lui, on est dans la section financière, c'est un juge financier. Donc, et quoi, qu'est-ce que vous avez dans ce dossier? Je dis, il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'espère que je n'ai pas été trompé par l'APJ qui me dit. Ce dossier, c'est le clou de mon cercueil. Oui. Et si je dois passer à la commission parlementaire, je m'expliquerai. Bon, vous savez, un juge qui vous raconte ça. Et puis, vous savez, un juge, bon, si moi maintenant je vous demande, vous êtes juge et que je vous dis, faites-moi une apostille pour aller faire une perquisition chez le pape, vous allez me foutre dehors. Mais si maintenant, on n'avait pas l'habitude de jouer avec les pieds des magistrats, donc quand on demandait des choses, c'est rare qu'un juge le refusait. Et ici, c'était des coups de frein, des coups de frein. Non, 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 ça, non, pas maintenant, pas maintenant. Je prends un exemple. Je lui ai demandé, par exemple, un réquisitoire pour vérifier les comptes des suspects de Neuchâtel en 1984. Oui, mais non, monsieur Bill, non, les archives des banques, c'est 12 ans, c'est 10 ans. Je dis, monsieur le juge, on peut essayer. Non, non, c'est 10 ans. Oh, le lendemain, monsieur le juge, je voudrais quand même bien. Non, non, non. Finalement, tiens, voilà ton papier, il me donne mon papier.
Et je fais une demande à toutes les banques et les banques commencent à me répondre parce que comme on travaille à la section financière, on avait un fax qui était programmé et dès qu'on avait un réquisitoire, on le mettait dans le fax et toute la nuit, ben, ça partait aux banques. Et le lendemain, ben, les réponses non, inconnu, 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 ah, connu. Et puis après, quelques jours après, ben, vous avez les historiques bancaires et tout. Et donc, j'ai des réponses négatives. Et puis tout d'un coup, une banque qui s'appelle le Crédit Professionnel du Hainaut, ben, elle m'annonce que dans les 72 heures de l'assassinat de Christine Van Hees, bien, Dutroux a ouvert un compte et sur son compte et celui de son épouse, ben, il y a 200 000 francs qui sont rentrés, donc 5 000 euros, 5 000 euros maintenant, qui sont rentrés là sur le compte. Et on ne sait pas s'expliquer. Donc, il y a des choses pas normales. À l'époque, par exemple, l'ADN, à l'époque du meurtre, l'ADN n'existait pas encore. Il est arrivé quelques années après. Et la police judiciaire, donc, bah, avait fait une demande d'analyse et il n'y avait rien. Mais moi, je retrouve un mégot de cigarette et je le mets à l'analyse. J'ai des résultats. Je demande au juge, est-ce que je peux le mettre? Est-ce qu'on peut le comparer avec le suspect de Neuchâteau? Et là, il refuse. Alors, pourquoi? Bon, alors, l'ADN. Quand je prends le dossier, donc je vous dis, c'est une étude énorme, je commence et puis je vois, je me dis, tiens, puisqu'on dit que c'est un tel du trou Nioul qui serait impliqué dans la champignonnière, ben, je me dis, je vois qu'il y a des objets, comment je vais dire, qui ont été saisis, des prélèvements qui ont été saisis, comme par exemple frottis vaginal ou quelque chose. Et je demande au laboratoire, tiens, est-ce que vous auriez encore? Ah non, monsieur, et on n'a plus rien. Je fais un procès verbal pour dire, voilà, il n'y a plus rien. Puis j'avance dans le dossier, et non, me connaissant, bon, moi je ne suis pas quelqu'un à faire quelque chose par téléphone, je refais un courrier au laboratoire qui me confirme par écrit qu'il n'y a plus rien, et je refais un deuxième procès verbal. Puis j'avance dans le dossier, et je vois qu'en 89, la police judiciaire avait fait la même demande, et on leur dit, il n'y a plus rien. Et puis je lis dans la presse en 2000 que l'année passée, donc en 99, Nioul et Dutroux sont mis hors cause parce qu'on a analysé, on a fait des analyses et ce n'est pas eux. Alors, c'est quand même gros. Le juge Van Espen me demande, Monsieur Bill, je voudrais bien qu'on rencontre les parents ensemble en vos locaux. Je dis, ça va, ok. Il me dit un samedi matin. Et je fais venir les parents et il me demande d'aller chercher une saisie au greffe. Donc, lui qui a fermé le dossier en avril 96 me demande en avril 97 d'aller chercher les saisies et de les présenter aux parents. Imaginez la tête, imaginez ma tête quand le juge rentre dans mon bureau, que les parents sont là. Ah bonjour monsieur le juge, c'est la première fois qu'on se voit sur 13 ans. Dites monsieur le juge, notre fille elle ne s'appelait pas Claudine, elle s'appelait Christine. Bon, puis le juge, on va ouvrir les saisies, mais j'avais pris le soin de faire des photos de tout parce que ce sont des scellés. Donc, il ouvre, Monsieur Bill, je peux avoir des gants, et il commence à faire son grand show. Oh, madame, un slip, un soutien-gorge, est-ce que c'est celui de votre fille? Enfin, je ne sais pas vous dire, monsieur. Le père, ça, le jeans? Mais ce n'est pas le jeans qu'on m'a montré en septembre 84. Donc, vous comprenez un petit peu. Bon. Et puis, oh, monsieur Bill, oh, dans le sachet, le grand show devant les parents. Moi, derrière mon PC, je fais mon PV. Et donc c'est un samedi, le lundi matin, je dis à deux jeunes, tiens, hop, va au greffe, va porter les nouvelles saisies, donc qu'il aurait déjà dû faire avant de fermer le dossier. Hein. Bon. Et ils vont au greffe, c'est enregistré, ils reviennent avec un numéro, je clôture mon PV, je mets le numéro dans le PV et je le fais porter. Donc à midi, le juge, il a tout. Donc il peut requérir à ce moment-là un expert, un laboratoire. Je suis passé à la commission parlementaire du Trou le 14 octobre. Avant d'y aller, c'était la 4e fois que je téléphonais au greffe. Les saisies déposées le lundi matin étaient toujours là, n'avaient pas bougé. Vous avez une commission parlementaire qui a été présidée par Marc Verheugen, qui a été député, qui est devenu ministre de la Justice. Marc Verheugen, en 1999, a fait un livre qui s'appelle Parole d'homme. Eh bien, vous lisez à la page 99 de ce livre et vous allez voir, j'ai le texte ici. Je vais vous le lire parce que je dis ça, c'est quand même important.
D'une manière ou d'une autre, j'ignore comment Van Espen a dû apprendre que Maric examinait ce dossier. Eh bien, ce fut comme si une bombe venait d'exploser. Van Espen sollicita un entretien urgent avec moi et le procureur Benoît de Gemep, ainsi que sa magistrate de confiance Paul Sommers. Ils voulurent me voir illico. Ils me demandèrent: qu'est-ce que c'est? La commission va-t-elle se mêler de la façon dont une enquête a été menée il y a plusieurs années? Alors donc, Verwilligen, oui, ils me firent comprendre en termes non ambigus qu'ils ne voulaient pas d'une quelconque intervention dans la commission dans cette affaire. Bon, il faut savoir que le 4 juin 1997, le juge Van Espen me téléphone fou furieux. Monsieur Bill, je veux que vous faites un PV avec tous les articles de presse de ce jour qui parlent de la commission. Donc, dans le dossier de la Champignonnière. Bon, ben, OK, on rassemble les articles de presse francophones, et surtout l'article qui dit Gino Rousseau était là. Et on rassemble tout. Je crois que j'ai une dizaine, 10, 12 articles. Je lui fais directement un PV et il me confirme ça par écrit. Et qu'est-ce que la commission a parlé le jour avant? Des protections. Alors, il faut savoir une chose. Le 22 juin, c'est un dimanche, le monsieur Van Espen est chez lui ou à son bureau, je n'en sais rien, et il fait une lettre à ma hiérarchie, au patron, au commandant du district, au commandant de la BSR et au officier qui dirige l'antenne, le commandant du terme. Et il leur dit, voilà, il y a des interférences avec la commission et je suspends tout devoir d'enquête. Bon, le 24 juin, le matin, je vais encore le mardi matin, il y a 2 ans jour pour jour que Julie et Mélissa ont été enlevées. Je me rends à Charleroi où j'interroge une ancienne maîtresse de Dutroux. Et quand je rentre à Bruxelles, on me dit, voilà, tout le monde est mobilisé après-midi, il y a une réunion. Et puis voilà, on sort une lettre, on dit voilà, il y a une lettre du juge, toi, on me montre, moi, du doigt, et tu vas à la maison. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas à la maison, tu ne discutes pas, le reste de la semaine, tu restes à la maison. Mes collègues, qu'est-ce qui se passe? C'est un gradé qui raconte ça. Bon, ils font venir le colonel, le patron de la BSR. Oui, il y a une lettre du juge, et toi, tu vas à la maison. Humilié devant tout le monde. J'ai reçu cette lettre par 1 an plus tard, il n'y a aucun nom de gendarme de mentionné dedans. Il y a juste le nom de Patrick Moriot, qui était un député, qui avait fait un livre, Les cahiers d'un commissaire. Il n'y a aucun nom de gendarme et j'ai été renvoyé à la maison. Et 6 mois après, ben, j'apprends par 2 journaux, un francophone, le Télémoustique, et un néerlandophone, De Morgan. La sœur du juge Van Espen, Françoise Van Espen, est la marraine du fils de Nioul et de Abouti. Donc Jean-Michel Nioul, ben, sa marraine, c'est la sœur du juge. Voilà, moi je ne sais pas, et je ne connais pas cette dame. Euh, Moi je me pose des questions parce que pendant 3 ans, j'ai été mis sous enquête. Même le juge me demandait qu'est-ce que j'ai fait. Après 1 an et demi, vous allez encore rigoler, mais c'est que je reçois un courrier recommandé, moi et mon adjudant. Nous recevons un recommandé, lui en flamand, moi en français, qui dit, ben voilà, après 1 an et demi d'enquête, on ne sait pas dire si vous avez fait des fautes, mais si vous en avez fait, venez me le dire. Ah oui, le juge d'instruction, ben, la même chose, mais vous savez, là-dedans, on a monté tellement de dossiers contre nous, que quand je suis en faire l'inspection de la gendarmerie, j'ai un adjudant, puis un adjudant-chef, puis un colonel, frère d'un général, qui me dit, écoute, c'est pas ta peau qu'on veut, c'est la peau de Batz, de l'adjudant. Tu nous donnes quelque chose sur de Batz et on te laissera tranquille. Je dis, écoutez, j'ai déjà eu plusieurs patrons dans ma carrière. C'est le seul à qui je ne sais rien reprocher parce que c'est un type vraiment droit, vraiment honnête. Il ne va pas dévier de 10 minutes. Si c'est l'heure, c'est l'heure. Il ne va pas mettre 10 minutes en plus comme certains. Voilà. Et donc, moi, je ne savais rien dire. Et puis, je suis appelé chez le juge d'instruction. Mais en somme, notre officier fait un faux. Parce que, bon, je dis, c'est tellement vaste cette histoire. Le 26 août 97, l'autre officier, donc le commandant du terme, francophone, rédige un procès-verbal à charge de l'adjudant de Batz pour faux en écriture. Et qu'est-ce qu'on met dans ce PV? Bien, en somme, un jour, quand Régina a parlé de la champignonnière, ils lui ont montré des photos. Elle a dit P10. Et P10, c'est Christine Vanès. Mes collègues savaient que ce n'était pas Christine Vanès. Mais bon, c'était en fin d'audition parce qu'elle était entendue la nuit à sa demande, donc c'était tard. Bon. Mais mes collègues, donc c'est le 13 novembre 96 qu'elle dit ça, mes collègues font des recherches pour identifier qui est la photo P10
Et le 6 décembre, ben, ils déterminent que cette fille s'appelle Annick Dujardin. Ils font un procès verbal, le 117 487, qui est envoyé au juge Langlois, puisque c'est lui qui s'occupe à Neuchâtel des auditions de X5. Le juge l'enregistre, enfin, son greffier l'enregistre chez lui le 16 décembre sous le numéro 142. Et notre officier, le 26 août de l'année suivante, fait un procès verbal pour dire qu'il n'y a pas eu de suite au procès verbal du 13 novembre. Mais il envoie ça à Bruxelles, il ne l'envoie pas à Neuchâtel. Parce que Neuchâtel, il va dire, ben non, il y a une suite. Et donc, notre officier rédige ce procès verbal à charge de l'adjudant de Baats, et le dossier arrive au parquet de Bruxelles. Et là, on le confie à une juge, Madame Goblet. On attend un mois, et, enfin, avant de lui donner. Et là, Madame Goblet, apparemment, d'après, parce que bon, j'ai encore eu de bons contacts avec certains magistrats, enfin, bons échos, greffiers ou n'importe quoi. Apparemment, Madame Goblet n'aurait pas voulu jouer dans le jeu qu'on voulait lui faire jouer. Et donc, on a confié ce dossier au juge Pignolet, Jacques Pignolet, juge d'instruction avec qui j'ai travaillé des années, vraiment un type bien. D'ailleurs, je vous donne un exemple. En 92, il achète une voiture d'occasion. Il me téléphone à moi alors qu'il a sa police judiciaire en dessous de chez lui. Il me téléphone à moi pour me dire, tiens, vous ne savez pas vérifier si le numéro de châssis n'est pas volé. Donc, pour vous dire, moi, je passais au palais de justice, je passais lui dire bonjour et tout. Et puis, c'est le juge qui a le dossier. Et le jour où il reçoit pour la bonne administration, pour le bon suivi de la justice, le bon fonctionnement, on le confie au juge Pignolet, qui est un ancien auditeur militaire. Et à mon avis, qui joue au petit soldat qui a fait tout ce qu'on lui fait. Et le juge Pignolet, le jour où il reçoit le dossier, il a justement l'adjudant de base dans son bureau, pour autre chose. Et il lui dit, j'ai reçu un dossier pour toi. Il dit, il y a eu un PV de ça. Ah bon? Bon, ça va. Et puis, il convoque notre officier, le commandant du terme, donc là, le 2 octobre, parce qu'il a eu le dossier de 37 ans, le 2 octobre, il convoque le commandant du terme, il dit, verbal, hein, et son contenu, à la page suivante, je vous suggère quand même de lire le PV 117 887. Au lieu de 117 487, il donne déjà 400 numéros en plus. Bon. Si on est intelligent, si on est honnête, voilà, monsieur le juge, voilà le PV. D'abord, il aurait dû faire un procès verbal subséquent pour dire, oui, le PV que j'ai dit que n'existait pas existe. Et il ne fait pas. Et donc, le juge, le 2 octobre, son instruction est finie. Il a fini. Et non, le juge va passer son temps jusqu'au 7 juin 1999. Donc, pendant près de 2 ans, il va chercher et chercher et chercher. Qu'est-ce qu'il cherche? La première fois que je vais chez lui, on est le 19 mars 1998. Voilà, je vous donne connaissance des réquisitions à votre charge. Vous êtes du chef de fond en écriture, alors que le parquet a mis ça à l'instruction à charge de X. Donc, ce n'est pas à ma charge. Au départ, c'est de base qui est visé et c'est à charge de X. Mais il me met la pression. Et il me dit la même chose qu'à l'inspection. C'est pas ta peau qu'on veut, c'est pas votre peau qu'on veut, c'est celle de Debat. Donnez-nous quelque chose sur Debat. Je dis, je sais rien vous donner. Moi, je sais rien vous donner. Je dis, oui, mais on vous laissera. Non, je dis, je ne sais rien vous donner. Et bon, il commence à des questions. Bon, est-ce que vous avez allé à l'école? Qu'est-ce que vous avez fait? Et je dis, mais enfin, encore qui joue. Et bon, aucune question sur des faux. Il me demande si j'ai gardé une copie de mes PV, de certains PV. Ah, je dis oui. Et pourquoi? Ah, parce que je dis, s'il y a une commission parlementaire, moi, je ne vais pas me retrouver euh, allez, nu, et je veux savoir expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Parce que, par exemple, dans le dossier de la Champignonnière, vous avez un commissaire qui fait des PV, des PV, des PV, et même Van Espern. Donc, Van Espern s'écrit V-A-N-E-S-P-E-N. Et puis, tout d'un coup, vous voyez là-dedans qu'il y a 2 PV faits par ce même commissaire, et on met un H à Van Espern, donc devant le E. Ça, pour moi, flic, ça me frappe. Et dans un des 2 PV, il y a le petit ami de Christine Van Hees. Et ce PV, il était interrogé en décembre 1995, donc près de 2 ans après les faits. Moi, j'ai réinterrogé ce petit ami, je dis, vous avez été entendu combien de fois par la PJ? Une fois, qui de 2-3 jours après les faits. Je dis, mais il n'y a pas de PV. Eh bien, le policier qui l'a interrogé n'a pas fait de PV à l'époque, et il a refait un PV 20 mois plus tard. J'ai un dimanche une réunion au bureau avec les parents et le frère de Christine.
Le frère de Christine nous dit, je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Ils se regardent tous, les parents aussi. Ben oui, qui dit, quelques mois après la mort de ma sœur, à l'heure de midi, à l'école, un des deux chefs d'enquête est venu me rechercher. Il m'a ramené à la maison et j'ai mangé mes tartines devant lui. Les parents étaient partis travailler et il m'a dit que dans ce dossier, il allait avoir une promotion, il approchait des personnalités et que c'était assez grave cette enquête. Bon, moi je lui pose une question, enfin je pose une question, vous me direz, enfin pour quel rapport? Je lui dis, quelle voiture avait ce policier, la marque de la voiture? Vous allez me dire, mais enfin, il faut être con pour poser une question pareille. Ben, je dis non. Parce qu'il me dit une Alfa Romeo. Et la police judiciaire, à l'époque, n'avait pas d'Alfa Romeo. Donc, ce policier était venu avec sa voiture personnelle, seul, rechercher le fils de Christine à l'école. Je me pose des questions. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et lui raconter ça, bon, pour moi, c'est des choses qui sont... Bon, donc, je reviens au juge Pignolet. Un jour, il nous dit, enfin, allez, je vais prendre encore des exemples parce que je crois que vous aimez rigoler, mais ici aussi, vos lecteurs doivent se dire, mais enfin, la justice n'a-t-elle que ça fait? Le juge Pignolet, donc mon collègue à l'adjudant de base, c'est né le 7 septembre 1952. X1, Regina Louf, elle est née le 29 janvier 1969. Donc, il y a 17 ans de différence. En 1970, il a 18 ans, ben, l'adjudant de base commence des études de kiné. On dirait, on ne sait pas comment c'est avant 18 ans. Hein. Bon. Il commence des études de kiné et en 72, il abandonne pour rentrer à la gendarmerie. Eh bien, j'ai un papier du juge d'instruction, Pignolet, avec cachet, signature et tout, qui demande de vérifier si X1 et l'adjudant de Batz n'étaient pas ensemble à l'école. Donc, elle avait 1 an et lui 18 ans, et s'ils ne se seraient pas connus à l'école. L'adjudant de Batz a divorcé en 1980. Le juge d'instruction, alors qu'il sait qu'il n'y a pas de foi en écriture, demande d'entendre l'ex-épouse pour connaître les causes du divorce. Le juge, un jour, nous dit, ouais, maintenant, vous soupçonne d'avoir tué un homme. Bon, comme vous soupçonnez de tout, bon, bah, je dis, c'est qui? Le gouverneur Galopin. Je dis, c'est qui ça? Le gouverneur de la Banque nationale qui me dit. Je dis, ça s'est passé quand? Le 28 février 44. Il regarde dans ses papiers, 28 février 44. Oui, mais je dis, moi, je suis né en 53, lui, il est né en 52. Ça, je n'ai pas vu. Ça ne fait rien. Qui dit, foutez le camp, je vais faire une enquête sur vos parents. Ben, je dis, mon père est mort en 71. Et l'adjudant, ben, moi en 76. M'en fous, je vais faire une enquête. Il désigne un colonel et un adjudant, et il faut une enquête. Pour mon père, ils n'ont rien trouvé. Mais pour le père de l'adjudant, là, un criminel. En 1947, il était militaire et il a dérapé dans un virage avec un camion de l'armée. Et donc, il a reçu une infraction à l'article 42 de l'arrêté royal du 1er février 1934, qui était le code de la route à l'époque. Et il a été condamné par le Conseil de guerre à 100 francs d'amende. L'adjudant de Batz a demandé au juge qu'est-ce que mon père a bien payé, que je ne sois pas privé de ça dans ma succession. Donc, voilà à quoi un juge s'est amusé pendant 2 ans pour faire. Parce que la commission parlementaire, elle attendait les résultats de l'enquête. Il faut savoir aussi qu'il y a eu une relecture des dossiers. Et donc, moi, je suis viré le 24 juin, mais je dois partir en Argentine dans un autre dossier, et au mois de juillet. Et donc là, je peux revenir travailler au début juillet, et je prépare mon dossier pour partir en Argentine. Et j'ai un collègue qui me cherche sur mon bureau un rapport. C'est le rapport 256 du 2 juillet. Et ça, il a fait la relecture des auditions de X1 dans le dossier de la Champignonnière. Mais il faut savoir qu'il y a 7 auditions dans le dossier de la Champignonnière. Alors, réfléchissez un petit peu, on analyse la première, la deuxième et la 7e audition. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les 5 autres, les 4 autres? Donc, on analyse 3 auditions. Et puis, on fait un rapport, et là-dedans, on marque qu'il y a eu un PV le 13 novembre, et puis qu'il n'y a pas eu de suite. Et là, on est le 2 juillet. Ils ne disent pas ça à Neuchâtel. Ils disent ça à Bruxelles, mais ils ne disent pas ça à Neuchâtel. Le 11 juillet, ils parlent quand même d'une relecture. Le juge Langlois vient à Bruxelles, mais nous, on nous écarte. On ne peut pas participer à la réunion. Et le juge dit, il faudra relire tous les dossiers, mais on change les équipes. Donc, celui qui a travaillé pour X1, ben, il va s'occuper de X2. Enfin, voilà, on change un petit peu. Bon,
on n'avait jamais fait, mais moi, je ne vois rien d'anormal à ça. Mais le du terme se sert de ça pour nous dire, hop, vous êtes à la maison, je vous mets en repos. Et puis, il nous met en repos, et puis, il nous, euh, bon, il nous renvoie à la BSR de Bruxelles, à la section financière. Donc, nous sommes des fraudeurs, nous sommes des tricheurs, des manipulateurs, et on nous renvoie faire des enquêtes financières. Pour qui? Pour le juge Van Espen, pour le juge Pignonnet et pour d'autres magistrats. Oui, c'est comique. Bon. Mais le colonel Brabant, lui, il devient fou de voir ça. Alors, il demande, il écrit une lettre le 25 septembre au président du tribunal en disant, mais est-ce qu'ils ont toujours la confiance, hein, parce que, oui, il est impatient, et on ne répond pas à mes courriers. On ne lui répond toujours pas. Puis, il nous met, on est vraiment à l'isolement, donc à la section financière, mais on est vraiment pas à l'autre bout du couloir, on est au dernier étage, presque dans les greniers, là. Et on commence à déprimer. On commence à déprimer. L'adjudant et moi, parce que bon, on a des articles et des articles dans la presse. Moi, je suis accusé d'avoir monté un dossier contre le Desrupeaux. J'ai 4 fois mon nom et mon prénom sur une page dans le Soir illustré. Il y a le comité P qui a fait un rapport qui est faux. C'est une autre affaire, mais ça, je vais y revenir. L'adjudant tombe malade, je tombe malade. Et on est vu par les médecins de la gendarmerie. En tout, j'ai été voir, je crois que j'ai passé 105 consultations. Je pense environ 130 consultations des séances de psy et je pense 350 séances de kiné, sophrologie, ostéopathie. Je vais demander au directeur général du personnel, le colonel du Châtelet, au début, parce que je ne pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur, s'il pouvait intervenir dans mes frais financiers. Ah non, il me dit, c'est pas prévu. Les frais médicaux, hein. Ah non, c'est pas prévu. Il me dit, je dis, écoutez, mon colonel, non, il dit non, non, non. Je dis, faites un effort. Je dis, bon, il y en a pour 50 euros ici, mais bon, je vais voir ce que je peux faire. Finalement, il accepte de me les payer. Bon. Et puis on me dit, vous rentrez vos factures tous les mois. Et je rentrais une facture d'autant, détaillée avec les preuves. Donc, ce que la mutuelle ne me remboursait pas, la gendarmerie me le remboursait. Et un jour, je vais au distributeur. Quelle ne fut pas ma surprise de voir la communication torture morale. Ça correspondait au montant de ma facture. Je me dis, bon, peut-être une erreur. Quelques semaines après, je vais rechercher des extraits de compte. Remboursement torture morale. Donc la gendarmerie, donc l'extrait de compte vient de la gendarmerie avec leur adresse et tout, l'état-major me rembourse mes tortures morales. Et j'apprends à ce moment-là qu'il y a 2 sénateurs socialistes, un flamand et un francophone et une néerlandophone, qui font un projet de loi sur le harcèlement moral au travail. Alors moi j'ai pris mes extraits de compte et je leur ai envoyé en disant, écoutez, à la gendarmerie, ils ne sont déjà plus au harcèlement, ils sont déjà aux tortures. On s'est redescendu chez le ministre de l'Intérieur et chez le général, ils ont dû s'expliquer. Puis après, on ne l'a plus écrit. Enfin, donc, c'est risible, mais là, tout ce que j'ai vécu. Il n'y a pas que l'affaire du trou. Il fallait nous faire passer pour des monteurs de dossiers d'hommes politiques. Alors, le 15 novembre 96, je suis au bureau, c'est un jour férié pour nous. C'est la fête de la dynastie, donc la fête du roi. Et je suis au bureau, je travaille donc dans des dossiers. Et tout d'un coup, je reçois un coup de fil. On nous demande de faire 2 perquisitions d'urgence. Juge d'instruction, je dis, Madame Gruet, je dis, dans quoi? Ah, c'est un dossier de la police judiciaire. Oh, je dis, écoutez, moi, j'ai assez de travail. Appelez l'adjudant. J'appelle l'adjudant, ah non, j'arrange pas avec la juge. Il dit à la juge, non, on a assez de boulot. La juge téléphone au colonel, et le colonel Brabant, oui, c'est eux. Alors qu'il y a une section mœurs à la police judiciaire, on doit faire 2 perquisitions chez deux particuliers qui s'avèrent être des homosexuels. On fait des perquisitions chez 2 particuliers et on doit retrouver des cassettes pornographiques, pédopornographiques. Donc, l'adjudant dit, alors le colonel a dit que, mobilise du monde, envoie quelqu'un chez le juge chercher le mandat, et puis mettez-vous en route, moi je reviens au bureau. Et l'adjudant revient au bureau,
Enfin, nous, on part à 10, 2 fois 5, puisqu'on a 2 perquisitions à faire. Il est déjà 8 heures au soir et on peut les faire que jusqu'à 21 heures, les heures légales, parce que c'est entre 5 et 21 heures. Donc, on arrive là, il n'y a personne dans l'île. C'est 2 personnes qui habitent dans le même immeuble, mais pas dans donc 2 appartements différents. On requiert un serrurier, boum, boum, on ouvre les portes et on rentre et on voit des cassettes. On commence à regarder les cassettes et on voit, bon, ben, oui, des trucs d'adolescents, enfin, des jeunes hommes. Bon, on ne voit pas d'enfants, mais bon, je ne sais pas dire s'il a 15 ans ou s'il en a 18. Hein, bon. Bon, je téléphone à l'adjudant, je dis voilà ce qu'on a déjà trouvé. Bon, ben, la juge, vous devez rester sur place jusqu'à temps que les gens rentrent. Ah bon. Et là, on trouve sa facture, on trouve un costume de steward. Oh, je me dis, flûte, alors s'il est à l'autre bout du monde, on est bien parti ici. Puis, on voit la facture de téléphone. Ah, moi. Et puis, j'entends une voix, allô? Et moi, je fais, oui, allô? C'est qui? C'est moi. Où tu es? Ah ben, je suis là. Ah ben, j'arrive. Ah ben oui, si je lui dis que c'est la gendarmerie, bon ben le mec, je ne sais pas qui j'ai affaire, moi. Bon, donc, je prends 2, 3 collègues et on arrive là dans un bazar. Une boîte, ils sont une centaine, bon, tous gentils, hein, mais bon, je demande quand même 2 collègues en uniforme et puis on rentre. Je dis, tiens, un tel, ah, ils sont là. On les emmène au bureau. Et quand je reviens au bureau, ben, l'adjudant est là. Et qui est là? Le colonel. Un colonel qui revient un vendredi soir. Est-ce que c'est pour des indemnités? Je n'en sais rien. Les indemnités de nuit ou de week-end, je n'en sais rien. Mais enfin, il passe la nuit. Et l'adjudant me dit, ben, toi, tu entends un tel, puisque l'autre parle flamand, ben, c'est les autres qui l'entendent. Et moi, je me mets dans mon bureau. Et dans le bureau à côté, avec la porte ouverte, ben, j'ai l'adjudant Pirard qui fait le procès verbal d'interception. Et moi, je fais l'audition. Je dis, qu'est-ce que je lui pose comme question? Je n'ai pas de dossier, moi, je ne sais rien. C'est un dossier de la police judiciaire qu'on a refusé. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Ah, qu'est-ce que tu fais comme travail? Je ne sais pas quoi lui demander, moi. Puis je monte à l'étage, après 1 heure. Mais cet après-midi-là, il y a le major de Crâne, un officier du BCR, qui était le patron de la cellule de disparition. Il s'emmène à mon bureau et il me dit, voilà, je viens enregistrer un procès verbal. Parce que chez eux, ce n'est pas une unité opérationnelle, ils n'ont pas de répertoire, enfin, pour enregistrer des procès-verbaux. Il vient enregistrer un procès-verbal et je lui dis, vous me laissez une copie. Et puis il s'en va et il me donne la copie. Il n'y a pas d'annexe. Normalement, il doit y avoir 5 annexes. Je regarde, enfin, je dis, il s'est trompé dans le numéro, il a inversé les numéros, il s'est trompé de date, il a mis 15 septembre au lieu du 15 novembre. Bon, c'est un officier, bon. Bon, ils ne sont pas tous comme ça. Hein. Je lui sors, je dis, écoutez, vous avez, parce qu'il est parti au parquet en urgence, et dans son PV, on parlait qu'il allait avoir des fuites dans la presse sur des hommes politiques. Fait de mœurs. Moi, en pleine nuit, je ne sais pas quoi faire. Moi, je suis là avec un gars dans mon bureau. Et je regarde ce PV. Je sonne au major. Je dis, major, vous m'avez laissé le PV, mais il n'y a pas d'annexe. Et moi, je travaille cette nuit. J'ai besoin des annexes. Oh, mais moi, je suis loin, qui me dit. Ah ben, je dis, vous avez qu'à vous arranger. Vous allez dans votre gendarmerie locale et vous envoyez un fax. Oh, ouais. Bon, moi, petit gendarme, je donne un ordre au major. Mais enfin, bon, il s'exécute. Je dis, moi, je travaille dans une instruction. J'ai besoin de ça. Et il me faxe. Et là-dedans, ben, dans les annexes, on trouve 14 fois le nom de Graffé, ou 13 fois le nom de Graffé et 14 fois le nom de Desrupeaux, ou l'inverse, mais enfin, bon, plus d'une dizaine de fois les 2 noms. Je monte à l'étage. Et déjà, dans la voiture, je demande à mon gars, tu sais pourquoi tu es là? Non, qui me dit. Ah, comment bien. Ben, vous savez, si je viens vous chercher, vous allez quand même demander qu'est-ce que j'ai fait. Eux, ils ne posent aucune question. Je monte à l'étage, je vois mes 2 collègues qui tentent le flamand. Je dis alors, bien. Ah, il dit qu'ils ont vu une fois des hommes politiques, ah, qui graffiaient des rupos, mais qui ne s'est rien passé, ils étaient majeurs. Je redescends. Je dis, est-ce que tu as déjà rencontré des personnalités? Je ne dis pas politiques, hein, donc personnalités, bon, ça peut être un patron d'entreprise, enfin, je ne sais pas moi, un grand sportif. Bon. Ah oui, qui me dit, graffier des rupos. Donc, il me donne les 2 mêmes noms. C'est quand même bizarre. Et puis, mais je dis, et ça s'est passé quand? Oh, moi, la personne que j'interroge a 26 ans, je crois, bah, il y a 3-4 ans. Bon, c'est un majeur. Et on s'est vu, on s'est dit bonjour. C'est tout. Rien, rien.
À 4h15 au matin, moi, je termine mon audition. Ben, je n'ai pas d'aveu, j'ai rien du tout. Ah oui. L'adjudant reçoit un appel téléphonique du centre de transmission radio, donc ceux qui gèrent les équipes. Voilà, il faut téléphoner à l'état-major pour faire le communiqué de presse sur l'affaire des Rupeaux. Je dis, oh, quelle affaire des Rupeaux? Des Rupeaux qui était le président du Parti socialiste, mais qui était aussi vice-premier ministre. Et bourgmestre, enfin maire là, à Mons, donc on n'a pas travaillé dans l'affaire des Rupeaux. Et puis on entend là, à 6h au matin à la radio, la BSR a fait des perquisitions dans l'affaire des Rupeaux. Donc c'est une magistrate du parquet qui me demande, qui nous oblige à prendre un dossier de la police judiciaire dans un dossier qui ne vise pas des Rupeaux et qu'on implique des Rupeaux. Bon. Moi, le lendemain à midi, je retourne à la maison, les autres continuent à visionner les cassettes. L'affaire des Rupeaux commence, c'est un scandale dans la Belgique. Le procureur général, le lundi, transmet au président de la Chambre un rapport en disant que suite aux auditions, qu'il est temps maintenant de dénoncer les faits. Vous imaginez? Mais moi, j'apprends tout ça par après. Hein. Le 28 novembre, je vais au parquet de Bruxelles pour une autre affaire, et je vais chez la magistrate qui nous avait obligés, Madame Sommers, celle qui m'avait dit aussi de ne pas inscrire tout ce que je découvrais dans le dossier de la champignonnière, et elle me dit, Monsieur Bill, tenez, voilà une apostille, y a-t-il des enfants en danger dans cet appartement? Et à nouveau, on visait Monsieur Desrupeaux. Mais quand je réfléchis bien, je dis, mais cette apostille, les gendarmes qui doivent allez, on est compétent dans tout le territoire. Moi, je suis dans le fond de la Belgique en short et en congé et je vois une infraction de roulage, je peux dresser procès verbal, il n'y a pas de problème. On est compétent dans tout le territoire du royaume. Mais ici, pourquoi est-ce qu'elle ne donne pas ça à des autres gendarmes? Enfin, bon, je ne fais ni deux, je rentre au bureau et on me dit, ah, on déménage, demain, on va dans un autre bâtiment, on fait une antenne. Bon, l'officier du terme, déjà, personne ne travaillera le week-end. Je dis, moi, je travaillerai le week-end. Personne ne travaillera le week-end. Je dis, moi, je travaillerai le week-end. Je dis, voilà, on me demande s'il y a des enfants en danger dans cet appartement. Moi, je commence des auditions. Bon. Enfin, bon. Je n'ai jamais vu rire, mais enfin, bon. Et j'entends donc, parce qu'en somme, c'est une dame qui est allée à la BSR de Wavre, donc à 20 km de Bruxelles. Elle a dit qu'elle avait appris ça par son frère, qu'il y a eu une altercation dans un hall d'immeuble à 3h au matin avec le père d'un mineur et des Rupeaux. Donc, elle déclare ça là. Le dossier arrive à Bruxelles et à Bruxelles, Monsieur Bill. Alors qu'elle a une section mœurs à la PJ et une section mœurs à la BSR. Non, Monsieur Bill. Bon. Monsieur Bill, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il entend le frère de cette dame le samedi. Et le frère, il me dit, ben, écoutez, c'est pas moi qui ai assisté à ça, c'est un tel qui est aussi un syndicaliste bien connu à l'époque. Bon, je ne vais pas citer son nom, je ne vais pas l'impliquer là-dedans, mais je ne sais pas s'il voudra bien vous témoigner. Ben, je dis, écoutez, voilà ma carte, rentrez, allez le voir et demandez-lui. Et il rentre, et le gars me téléphone, il me dit, ben, je viens demain. Et le lendemain, le type, il vient et il me déclare ce que l'autre m'a dit. Bon, ben, il y a une altercation et tout. Je fais mon procès verbal, je ne fais rien d'autre. Et le lundi matin, je ne vais pas chez la magistrate, je vais chez le procureur, monsieur deux, je me mets en personne, je dis, s'il vous plaît, voilà mes PV, au revoir, je pars. On est le 2 décembre. Le 10 décembre, monsieur Desrupeaux est mis hors cause par la Cour de cassation devant le Parlement. Okay. Le 12 décembre, Stéphane de Klerk, ministre de la Justice, demande à la police des polices, qu'on appelle le comité P, d'ouvrir une enquête pour voir la façon dont les services de police ont travaillé dans l'affaire Desrupeaux. Le 11 février, je suis appelé au comité P, 4 heures d'audition, 11 pages d'audition, et à la fin, on me tend la main. En tout cas, vous, monsieur Bill, il n'y a rien à vous reprocher, vous avez été prudent pour tout, vous avez fait des PV pour tout. Mais merci, je le savais, j'ai toujours travaillé comme ça. Le 28 mars, donc monsieur Desrupeaux est blanchi depuis 3 mois, monsieur de Gemep écrit un document et il le signe, et mon commandant du terme m'apporte ça, mon chef d'équipe est en congé, l'adjudant de base est en congé, et du terme en fin de journée, ça mène, tiens, voilà. Je regarde le papier, je dis, c'est une blague. Non, puis dit, non. Qu'est-ce qu'on me demandait? De poursuivre l'enquête de façon discrète sur le vice-premier ministre Desrupeaux.
Et on évoquait le dossier du 28 novembre. Si c'est le 28 novembre, il a été blanchi le 10 décembre. Donc, je n'ai pas. Que... Bon, on me connaît, on sait que je suis un fonceur. Ils se disent, Bill, ce soir, il est parti, il va aller faire des observations, il est capable d'arrêter du repos. Bon, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un procès-verbal pour dire que je n'avais pas d'autres éléments. Et j'ai fait un rapport confidentiel en disant, moi, je ne travaille plus dans d'autres dossiers. J'ai déjà été interrogé à la police des polices. Moi, c'est terminé. Je ne donne plus. Je me suis renseigné par après. Cette apostille n'a jamais été donnée à un autre policier. C'était un piège qu'on me tendait. Bon. Le comité P sort son rapport après toutes leurs auditions, parce qu'ils ont entendu des gens de la police judiciaire, des gens de la BSR. Colonel Brabant n'a pas été entendu, lui. L'adjudant de Batz, oui, il a été entendu. Alors que l'adjudant de Batz, c'est ce qu'il a fait. Rien. Il est resté dans son bureau, il n'a pas fait de perquisition, il n'a pas fait d'audition, mais il a interrogé et il est mis en cause. Et puis, le comité P sort son rapport, qui est d'abord en fuite dans le journal Le Soir. On voit ça, ok, on attend. Et le 7 juillet, le rapport sort officiellement. Le 16 juillet, le ministre Van de Lanotte, socialiste flamand, fait changer la loi pour nous. Il fait changer la loi en ce sens que la loi du décembre 73 de la gendarmerie, je crois, il ajoute un article comme quoi maintenant le ministre de l'Intérieur peut donner injonction au commandant de la gendarmerie d'ouvrir une enquête sur des gendarmes. C'est le 16 juillet que ça. La loi est tout de suite votée, elle est publiée au Moniteur le 24 juillet. Ça va très vite, hein, le Moniteur belge, donc c'est pour publier la loi. Le 25 juillet, le ministre donne déjà son injonction. Et il demande d'enquêter sur De Batz et Bill. Mais d'une bonne source, d'une très bonne source, il aurait dit, le ministre, pour que ça fasse plus vrai, il faut trouver deux autres clowns. Et on a pris les collègues Éloire et de Mulder qui ont visionné des cassettes. Bon, ils ont été à aussi, mais il fallait que ça fasse plus vrai. Bon, on est quand même. Ceux qui ont entendu le flamand, ils ne sont pas mis en cause, on ne les interroge pas. Non, c'est Bill et de Batz. Le 2 août, je suis rappelé de congé. On me dit, voilà, demain, il faut se présenter chez le colonel Intel. OK. L'adjudant, lui, il est en Corse. Vous comprenez bien, vous attendrez. Hein, bon. Bon, moi, je me présente et je vois mes deux collègues, Éloire et de Mulder, qui sont là aussi. Et on me notifie que je suis mis sous enquête préalable sur décision du commandant de la gendarmerie, sur injonction du ministre. Et que c'est le major de Messmacher qui va, le major juriste de Messmacher qui va être chargé de l'enquête. Le major de Messmacher qui est actuellement le grand patron de la police fédérale en Belgique, que je ne connaissais pas. Donc, moi, je rentre à mon bureau, je suis en congé, je repasse à mon bureau, je lui téléphone, major, oui, est-ce que je peux venir? Oh non, non, qui ne me dit pas maintenant, qui me dit le mois prochain. Oh, ben, je dis, écoutez, le mois prochain, je pars en vacances en Turquie, là, mon numéro de téléphone, quand vous avez besoin de moi, vous m'appelez, mon portable. Fin septembre, rien, je lui téléphone, major, non, non, qui ne me dit pas maintenant. Septembre, octobre, novembre, major, non, non, pas maintenant. Décembre, janvier, non, non, pas maintenant. Février, mars, pas maintenant. Mois de juillet, mon avocat lui écrit, pas de réponse. Au mois d'octobre, mon avocat lui téléphone, donc il y a l'année suivante, hein, bah, qui dit, maître, je suis embêté, et qui dit, je ne sais pas ce que je dois leur poser comme question. Bon, fin janvier, il y a 1 an et demi qu'on est sous enquête, bah, Patrick et moi, on se rend à l'état-major et on dit, voilà, on va faire la grève de la faim, on va s'attacher aux grilles, vous ne nous aurez pas interrogés. Bon, ça va, calmez-vous, qui dit le major. On va fixer 2 dates. L'adjudant, ça sera le 5 février, et toi, ça sera le 12 février. Ça va. Et on va vous apporter le dossier à la maison. Oui, on est malade. Il y a un motard qui arrive, un dossier, moi je remonte à l'appartement, un dossier en flamand. Bon, j'envoie un fax, j'ai reçu un dossier en flamand, je ne comprends rien. Hop, le motard qui vient, c'est trompé, voilà, dossier en français. Et je me mets à ma machine et je commence une audition, ma déclaration de 34 pages. Et je les envoie par fax au major. Je sais que le lundi, mardi, mercredi, il avait une réunion pour l'organisation de la police des chemins de fer. Et le jeudi, il me dit, on se voit demain. Et il me dit, ton audition m'aide beaucoup. Je dis, si vous êtes ça, je viendrai avec ma disquette.
Et donc, le lendemain, je suis venu avec ma disquette et il m'a reçu avec un lieutenant, Bruno Van Doren, qui est maintenant dans la police de Charleroi, aussi quelqu'un de très correct. Et donc, ben, on relit mon audition. Et à la fin, il me dit, ben, j'ai une question à te poser. Ah bon, comment il s'appelle l'adjudant qui était dans le bureau à côté? L'adjudant Pirard. Ah ben, ok. Ben. Il me dit, ben, pour toi, ben, je ne vois pas ce qu'il y a à te reprocher. Bon. Mais la veille, le juge Pignolet, qui a le dossier des Rupeaux, j'allais faire mes courses, il me téléphone dans une demi-heure à mon bureau. Je dis, mais pourquoi? Dans une demi-heure à mon cabinet. Je sonne à mon avocat, je dis, qu'est-ce qu'il a encore? L'avocat, ben, il me dit, il ne veut pas me dire, allez-y. Bon, ben, j'y vais. Et il me dit, et il commence à m'interroger. Ben oui, j'ai reçu un dossier de la juge Grouet et je l'ai reçu avant-hier, et voilà. Et pourquoi est-ce que vous avez fait des perquisitions le 15 novembre? Et qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, monsieur le juge, quand mon audition sera finie, après, moi, je vais vous en faire une complémentaire. Oh, j'ai pas le temps. Jeudi, j'en ferai une complémentaire. Il m'a interrogé de 11h, 11h30 jusqu'à 14h, puis ils sont allés manger. Je suis revenu à son bureau à 15h et j'ai refait une audition avec 17 points. Là-dedans, le premier point, je lui demande de ne plus être convoqué de façon sauvage comme il venait de le faire. Et dans le dernier point, je lui dis, maintenant, vous allez acter ce que vous nous avez dit le 17 septembre 1998. Vous nous avez dit à nous, suspects de Bats et Bill, que selon votre enquête, ce serait Desrupeaux lui-même qui aurait monté le dossier pour devenir inattaquable. Une des solutions de votre enquête serait ça. Ou alors c'est pour faire la chute du gouvernement, mais vous nous avez dit que c'est possible qu'il aurait monté le dossier pour lui-même pour devenir inattaquable. Vous l'actez. Et il a acté. Donc j'ai cette audition-là aussi. Il faut savoir une chose, c'est que la police judiciaire, donc je me suis Desrupeaux s'est constitué partie civile dans le dossier 274 de 90, j'essaie de le dire en français, de Pignolet. Et donc, il s'est constitué partie civile pour savoir pourquoi on avait monté un dossier contre lui. Et je me suis constitué, avec l'adjudant, on s'est constitué partie civile dans ce dossier. Et donc, nous avons eu accès. Nous avons pu aller au greffe et lire le dossier et acheter les pièces. Et là-dedans, j'ai découvert que la police judiciaire payait quelqu'un, j'ai tous les reçus, il y en a pour environ 2000 € maintenant, et bon, je parle de ça en 96, on payait quelqu'un pour témoigner contre Desrupeaux. Et donc, toutes les pièces sont dans le dossier Pignolet. Et malgré ça, Pignolet continue à m'ennuyer. Bon, quand le major de Messmacher a fini son enquête, 5 mois plus tard, j'ai le directeur général du personnel qui me téléphone. Il me dit, bon, bah, je vais le transmettre au général. Apparemment, il n'y a rien dans le dossier. Je dis, ça, je le savais depuis longtemps. Bon, mais entre-temps, quand je suis entendu par le major, j'ai une lettre du procureur général, une lettre du procureur de la cassation, j'ai une lettre du procureur du roi de Bruxelles qui me disent il n'y a rien à me reprocher dans, le rapport, dans votre enquête sur Desrupeaux ou quoi que ce soit. J'ai même une lettre du comité P qui dit la lettre des gendarmes de Bâle-Civil anticipe parce qu'aucun nom n'est mis en cause. Effectivement, dans le rapport de 75 pages, mon nom est mis une seule fois, c'est dans la synthèse des gens qui ont été interrogés. Par contre, quand on lit le rapport, ben, on voit qu'un tel ont été mis en cause. Moi, je ne suis pas mis en cause. Bien. Le colonel du Châtelet me dit je vais le transmettre au général. Le général, pendant 2 mois, on fait des allers-retours avec donc, le dossier fait des allers-retours entre le général et le colonel pour voir si on ne saurait quand même pas changer un mot, une virgule, pour mettre quand même un petit quelque chose. Ben, après le 6-7 ans, ben, on ne sait rien mettre. Bon, ben, on l'envoie au ministre. Et le ministre, qui est devenu, parce que le gouvernement change souvent en Belgique, donc c'est devenu, ce n'était plus un socialiste, c'était un libéral, M. Duquesne. Et donc le 26 octobre, Antoine Duquesne signe une note comme quoi on est hors cause dans le dossier du Rupeaux. Qu'est-ce que je fais, moi? J'écris au comité P pour dire votre rapport, il est faux. Pourquoi il est faux? Parce qu'à la page 71, il y a des conclusions. Les conclusions, je les connais par cœur, il y a 2 lignes. On a abusé d'un mandat judiciaire pour procéder à l'audition d'un témoin. En échange d'aveux, des mensonges ont été avancés. Comment est-ce que moi je démontre ces 2 phrases-là? On a abusé d'un mandat judiciaire. Bon, moi j'avais 2 mandats de perquisition, un pour chez chacun. Et le mandat de perquisition demandait de les entendre. Est-ce qu'on a entendu des témoins? Non. On a entendu les personnes perquisitionnaires. Donc la première ligne ne tient déjà pas. On n'a pas abusé d'un mandat pour entendre des témoins. On a entendu 2 personnes. En échange d'aveux, des mensonges ont été avancés. Est-ce qu'on a eu des aveux? Non. C'est fini. Ça ne tient plus. Donc, quand tout est fini, j'écris au comité P.
Ils ne me répondent pas. J'écris alors à Herman De Croo, qui est le président de la Chambre, qui est le père de l'actuel Premier ministre, et qui me dit, ben, je vais voir ce que je peux faire. Et lui contacte le comité P, et puis le comité P m'écrit, vous n'étiez pas concerné. On m'écrit ça en 2002. Et en 2003, je suis convoqué au comité P. Pourquoi est-ce que vous avez, à la demande du juge Pignolet, pourquoi est-ce que vous avez fait des perquisitions le 15 novembre 96? Et là, bon, je me doutais de quoi on allait me parler, donc je suis venu avec une audition préparée de 15 pages pour dire, il faut savoir une chose, c'est qu'on passait à la commission parlementaire. Et là, tous les partis politiques y étaient, dont les socialistes, et on nous avait dit, vous allez vous faire fusiller par les socialistes, parce que vous êtes des monteurs de dossiers. Et donc, il y a un grand animateur de télévision en Belgique qui s'appelle Pascal Vrébos. Pascal Vrébos qui animait Controverse. Et Pascal Vrébos me téléphone et il me dit, parce qu'on s'était connus avec l'affaire du trou, et il me dit, qu'est-ce qui se passe avec cette affaire des Rupeaux? Je dis, écoute, je dis, si tu pouvais organiser une rencontre, toi qui connais tant de monde, si tu pouvais organiser une rencontre avec des Rupeaux, je serais content. Et je voudrais lui prouver qu'on n'a pas monté de dossier contre lui. Qui dit, je vais voir ce que je peux faire. Et un dimanche, il me téléphone et il me dit, tu peux venir aujourd'hui à 17h dans mes bureaux. Et je dis, Rupeaux sera là? Je ne sais pas, il me dit. Viens avec de Bats. OK. Et on est là chez lui à l'heure, bien entendu. Et puis, il y a deux hommes qui arrivent, un en moto et un en voiture. Ce sont deux députés socialistes, Patrick Mouriou, malheureusement décédé, et le député Erdekens, qui était à la commission parlementaire. Et on se présente, ben on dit, ben on est les gendarmes qu'on parle tant de nous dans la presse pour l'instant, qu'on a viré pour les dossiers X, mais on ne vient pas vous voir pour ça. On dit, on va passer à la commission parlementaire, il y a un rapport du comité P qui n'est pas juste, et on ne nous demande pas d'explication. Et Erdekens dit, ben, je vais essayer de vous faire passer à la commission. Je dis, ben, il n'y a pas besoin. On a déjà été reçu par le conseiller, tout est prévu, donc ça va, qu'il me dit. Et on s'en va. Et le 14 octobre, on passe à la commission. Monsieur Morio, qui a fait un livre, Les Canadiens commissaires, a démissionné de la commission et il est remplacé par Charles Janssens, un autre socialiste, et alors il y a aussi Monsieur Serge Moureau, socialiste. La première question de Serge Moureau, c'est « Oui, mais vous avez monté un dossier contre moi. » Ah non, on n'a pas monté de dossier. Et alors on commence, ben écoutez, il y a eu des fouilles à Jumet, dans un charbonnage. On nous a dit que c'était nous, on n'y a jamais été. On nous a dit qu'on avait fait le dossier à Brassac, on n'y a jamais fait. On a dit qu'on avait fait un dossier sur le commissaire de la police judiciaire de Vroom, on n'a jamais fait. Et on n'a pas fait de dossier contre vous. Ah bon, donc là, ça se calme. Quand c'est fini, on a parlé 4 heures. On n'était pas des amnésiques, comme on en a vu certains. Le monsieur Erdekens et monsieur Janssens nous disent ah, venez dans notre bureau, on va prendre un verre. On nous invite à prendre un verre. Vous voulez un petit gâteau? Nous, on doit retourner travailler, vous êtes ici chez vous. Je dis, non, nous, on rentre. Hein. Et donc, on est le 14 octobre 97. À fin de l'année, M. Erdekens nous envoie ses vœux. Le 16 février, la commission rend son rapport. Et là-dedans, ben, on fait des reproches. Entre les pages 150 et 160, c'est consacré uniquement à nos problèmes de l'antenne. Et on dit que bon, ben, l'équipe a travaillé, a fait 250 apostilles dans le dossier de la champignonnière et il n'y a jamais eu de remarques, qu'ils sont surpris de l'attitude du juge et de notre officier, mais donc ils signent ce rapport. Nous, on n'est rien contre nous. Quelques jours après, M. Erdekens dit oh, si c'est à refaire, je n'aurais pas signé ce rapport. Puis il commence à parler à la télévision. Il y a un gendarme adversaire qui va le voir. Et là, on est au mois de mai, juin. Et il dit ah, mais moi, de Bad c'est Bill, mais moi, je les ai rencontrés chez un journaliste, je ne vais pas dire le nom, et avec un député dont je ne dirai pas le nom. Et d'ailleurs, s'ils sont identifiés, ils vont nier. Et ils sont venus avec les auditions des X qu'ils voulaient nous donner. Le gendarme, officier de police judiciaire, a le devoir, selon l'article 29 du Code d'instruction criminelle, de faire un procès verbal. Il n'en fait pas. Et il contacte Madame Sommers, encore elle,
qui, elle, fait un procès-verbal et elle dit, j'ai téléphoné à M. Erdekans avant son départ en vacances. Il m'a raconté que le lendemain de la rencontre, mais il refuse de dire où ça s'est passé ni qui était là, sauf de Batsébile. Et le lendemain de la rencontre, son ami parlementaire distribuait à qui le voulait les auditions des témoins X. Elle acte tout ça. Et donc, je lui ai téléphoné avant son départ en vacances. Je lui ai dit que ça serait vers l'instruction chez le juge Pignolet. Vous imaginez, il y a des affaires de tentative de meurtre qu'on ne met même pas à l'instruction. Et ici, on le met directement, on dit, mais à quel juge on va le confier? Et si besoin, le juge vous appellera. On attend que le juge revienne de vacances et le 8 septembre, on lui donne le dossier. Et le 9 septembre, en avant, le journaliste est déjà identifié, Erdekans est déjà dans le bureau, le gendarme qui a été raconté ça à la magistrature est dans son bureau. Nous, on verra tout ça par après en lisant le dossier. Hein. Et le 17 septembre, le juge téléphone à De Baets en disant venez dans mon bureau. Mais comme on est malade et qu'on est tout le temps ensemble, on habite à 20 km un de l'autre, bah, il vient me chercher. On se dit bah, c'est une occasion de se voir. Et il rentre chez le juge, et moi j'attends dans le couloir. Hein, on se dit c'est pour le dossier ouvert par du terme. Hein. Et le juge lui dit tiens, vous avez déjà rencontré Erdekans? Ah oui, qui dit allons vers la commission, mais bon, on l'a rencontré chez Vreboss avec Bill et Morio. Quoi, il dit, vous avouez? Ben, avouez quoi, qui dit De Baets? Ah, qui dit le juge, c'est encore un PV à la Sommers. Donc, en parlant de la magistrate, hein, c'est encore un PV à la Sommers. Écoutez, qui dit De Baets, Bill est dans le couloir, vous n'avez qu'à l'appeler. Non, non, qui dit je ferai ça un autre jour. Non, non, qui dit De Baets, je ne veux pas qu'on dise qu'on s'est mis d'accord. Je sors et vous le faites rentrer. Bon, ben ça va, il fait une audition. Puis le juge me fait rentrer. Ah, vous connaissez Erdekans? Ah oui. Ben, où l'avez-vous rencontré? Ben, je dis, je l'ai rencontré la première fois dans les locaux d'RTL avec Pascal Vreboss. Puis je l'ai rencontré chez Pascal Vreboss. Et puis je l'ai rencontré. Quoi, vous avouez? Mais je dis, avouez quoi? Ben oui, je dis, on est allé chez Vreboss un dimanche avec Morio et il me dit la même chose. Ben, c'est un PV à la Sommers. Bon, moi, je sais pas. Je sais pas que Morio, vrai boss, sont entendus ou pas. Moi, je découvre tout ça fin décembre quand j'ai accès au dossier. Le 20 octobre, on a une réunion secrète à l'état-major. Le colonel du Châtelet nous dit, avec nos avocats, bon, on va tout arrêter là, on va faire la paix. Toi qui dis à l'adjudant, je te nomme chef de la BSR de Bruges, en flamand. L'adjudant, pour se foutre de lui, moi, je ne connais pas le flamand de là-bas. Et toi, tu vas à la BSR de WAF. Oh non, moi, j'ai acheté un appartement à Bruxelles, je ne bouge pas de Bruxelles. Ah bon, qui dit, bon, ben, ça va, alors, tant pis. Hein. Donc, il n'y a aucune enquête de terminée, mais on veut déjà faire la paix. Le 21, on sort de là et on entend que la presse parle de l'affaire Erdekans, des gendarmes de Batsébile. Et le lendemain, dans la presse, Erdekans a fait ses commentaires en parlant qu'on doit nous virer de la BSR et qu'on a violé le secret professionnel. Donc voilà un type qui est avocat, qui est bourgmestre, qui est député, qui est chef de la police, qui a connaissance d'une violation de secret professionnel et qui ne dénonce rien. Il nous écrit même, il nous invite même à boire un verre dans son bureau, il nous a écrit des vœux et il ne va pas nous dénoncer. Il attend qu'un gendarme vienne le voir. Et puis après, il nous dénonce. Bon. Le 28 octobre, une semaine plus tard, il y a un article dans le Soir illustré et on dit que les choses vont bouger. Et effectivement, ce jour-là, on est convoqué chez le juge, Patrick et moi. On est là, le juge attendait sur le banc, à l'extérieur. On attend. La greffière sort, elle revient avec Erdekans. Et donc, le juge avec Erdekans commence à discuter, eux deux, dans le bureau, et puis on me fait rentrer. Et on fait une confrontation avec M. Erdekans. Et qui dit, oui, ils nous ont montré ci. Je lui dis de quel X, il ne sait même pas. Je lui demande si c'est en français, en flamand, je ne sais pas. Mais puis c'est De Baets, même chose. Mais Morio et Vreboss, eux, ne sont pas là. Moi, j'ai dit au juge, pourquoi est-ce que les autres personnes ne sont pas présentes? C'est moi le juge, c'est moi qui décide. Bon. Confrontation terminée. 2 jours après, je vais chez le juge. Il me dit, je dois vous voir prochainement. Je dis, je sais pour m'inculper. Comment vous savez ça? Je dis, il y a un journaliste qui m'a téléphoné et un homme politique. Ah bon, ben, je vous verrai.
Il me téléphone, je le crois, le 3 novembre, et il me dit, voilà, vous venez demain avec de Batz. Je dis, je viendrai tout seul. Pourquoi? Ben, sa compagne est à l'hôpital, je viendrai tout seul. Ça va, qu'il dit, venez. Bon, j'arrive à son bureau, il me dit, bon, ben voilà, presque en pleurant, j'ai pas le choix. Je dois vous inculper. Écoutez, maintenant, monsieur le juge, maintenant, on va arrêter les frais. Si vous m'inculpez, j'ai dit, je ne suis pas venu en voiture, je suis venu en métro. Si vous m'inculpez, je me jette sous le métro en retournant, ou alors je saute maintenant par la fenêtre du troisième étage. Allez, monsieur Bill, ne faites pas ça, rentrez chez vous, je ne vous inculpe pas. Rigolez. Oui, j'ai été blanchi après toutes les enquêtes. Donc, on a reçu le non-lieu. Bon, il n'y avait rien, rien, rien. Pour dire de terme, j'ai eu une inculpation, parce que j'ai quand même été inculpé 15 jours après. J'ai été grossier vis-à-vis du juge qui il m'a dit je ne fais pas de PV d'outrage. Et 2 mois après, le procureur du roi me téléphone pour me dire bon, il n'y a rien dans le dossier, je vais prendre des réquisitions de non-lieu. Donc j'ai reçu un premier non-lieu. Et puis après, ils ont pris des réquisitions de non-lieu dans le dossier du terme. Dans le dossier bis, il y a des éléments qui n'ont pas été examinés. Dans le dossier des X, on a fermé les dossiers. Alors, moi pour moi, qui est-ce qui dit que dans le dossier, dans toutes les personnes citées par X, ne va-t-on pas retrouver une empreinte qui pourrait ressortir dans le dossier bis? Parce qu'il ne faut pas oublier le juge Langlois. Le 30 janvier 98-98, il y a une grande conférence de presse, tous les magistrats sont là, et ils disent, pour nous, X1 n'est pas crédible, il n'y a rien, on n'a rien su prouver. Et 31 jours plus tard, le 2 mars, le juge Langlois, j'ai l'apostille, j'ai le papier, il écrit du terme, avant de fermer le dossier X1, est-ce qu'on a bien vérifié, tous les axes d'enquête ont-ils bien été vérifiés? À part ça, 31 jours avant, on a dit aux gens, au public, il n'y a rien. Et donc, pour moi, le dossier bis, je ne dis pas à 100%, mais on a fermé le dossier X1 et on ne veut pas examiner le dossier bis. Alors, est-ce qu'il y aurait des éléments à mettre en rapport? Et c'est ça que j'ai fait une pétition que j'ai adressée à Sa Majesté la Reine, au Premier ministre et au ministre de la Justice. Et le Palais Royal m'a répondu, vous avez adressé ça aux bonnes personnes. Voilà. Et le ministre de la Justice ne m'a pas répondu, le Premier ministre ne m'a pas répondu. J'avais envoyé des mails à des reports, donc l'année passée encore, au Premier ministre, tous ses vice-premiers ministres, et finalement le ministère de la Justice m'a dit contactez le Conseil supérieur de la justice. J'ai écrit au Conseil supérieur de la justice le jeudi, le jour où on me l'a dit. Le vendredi, j'avais une lettre par mail en me disant monsieur, voilà le numéro de dossier, donnez-nous votre adresse et le nom des magistrats que vous mettez en cause. Alors j'ai répondu, mon adresse, vous n'en avez pas besoin, on va correspondre par mail. Et les magistrats, voilà la liste des 10 magistrats que je mets en cause. 2 mois après, je les ai recontactés, j'ai demandé, tiens, où est-ce que ça en est? J'ai plus de nouvelles. L'instruction est toujours en cours. Je dis, instruction de quoi, puisque vous n'avez pas de nom? Vous n'avez que des noms. Et ils n'ont pas répondu. Et maintenant, il y a 2, 3 mois, on m'a répondu, voilà, ben, il n'y a rien du tout, on clôt le dossier. Ah oui, je mettais le procureur général en cause. Le procureur général, quand l'instruction du juge Pignolet était finie, il s'est permis d'envoyer un rapport de 17 pages le 30 mars 2000 à l'état-major de la gendarmerie. 17 pages d'accusation. J'ai une lettre de l'état-major de la gendarmerie qui dit il n'y a rien. De base, à la même lettre en flamand. Il n'y a pas un mot qui tient la route. Pas un mot qui tient la route. Je prends un exemple. Il dit les gendarmes ont fait l'audition de M. V. Il met son nom, hein, M. V. Ils n'ont pas fait de PV. Il met ça à la page 5. À la page 6, les gendarmes ont fait l'audition de M. V. Ils n'ont, semble-t-il, pas fait de PV. Ils ont fait un rapport que je joins en annexe. Vous allez dans le rapport, à la page 3 ou à la page 4, à la 40e ligne, il y a le numéro du PV. Donc, ce rapport, un procureur général, il dit par exemple, M. Bill n'est pas crédible, il demande le 30 décembre de faire une surveillance téléphonique sur un numéro, or le numéro n'a été connu qu'en avril de l'année suivante. Les enquêteurs qui ont fait l'enquête préalable sur nous ont vu qu'à la page 3 de mon PV du 30 décembre, à la 3e ligne, il y a le numéro de téléphone à surveiller. Donc, le rapport du procureur général, il n'y a rien qui tient la route. Le juge Van Espen est allé faire des fausses déclarations et je vais vous donner un élément formidable. Le juge Van Espen a demandé un petit peu à X1 quels sont les contraceptifs qu'elle prend. Mais X1 ne pouvait pas être interrogée par écrit, donc elle était toujours interrogée par caméra. Mais elle ne pouvait plus être interrogée à ce moment-là parce qu'elle était soumise à un collège d'experts psychiatriques. Et donc mes collègues allaient la chercher, ils la conduisaient chez l'expert, ils attendaient, puis ils la ramenaient. Et dans la voiture, mon collègue, pas de Batz, un autre, il lui a demandé qu'est-ce que tu prends comme contraceptif. Elle n'a pas vu ce qu'il écrivait. Et lui, il a fait un PV en mettant du Marvolan.
Marvolan. Il y a 8 lettres, il y a 3 voyelles. Le juge Van Espen a fait une déclaration chez le juge Pignolet, mais enfin, je suis quasi certain, 99%, si pas plus, que c'est lui qui a tapé son audition et il dit le marvolan n'existe pas. J'ai demandé à un médecin légiste. Effectivement, le marvolan n'existe pas. Mais le marvelon, c'est un contraceptif. Il y a 8 lettres, il y a 3 voyelles. De marvelon, on en a fait marvolan, que si X1 avait vu, elle aurait peut-être dit c'est pas juste. Et là-dessus, X1 n'est pas crédible. X1 avait dit que Weinstein était à la champignonnière. Weinstein, c'est un complice de Dutroux qui a été assassiné par Dutroux. Eh bien, Weinstein était en prison en France, mais Weinstein avait des congés pénitentiaires. Eh bien, pour décrire que Weinstein avait un alibi, j'ai un collègue qui a fait un procès verbal. Le procès verbal, il y a 2 numéros. 152, 488 sur la première page et 487 sur la deuxième page. Il y a 3 dates, ce procès verbal. Sur un, à la première page, c'est le 10 mars, sur l'autre, c'est le 10 octobre, et à la deuxième page, c'est le 16 octobre. Alors, oui, mais j'ai les pièces, j'ai acheté les pièces, et tout ça, tout ce que je vous dis là, a été dénoncé au ministre de la Justice, au ministre de l'Intérieur, au procureur général, au magistrat de Neuchâtel. Je l'ai dénoncé. Tous les jours, j'écrivais, je dénonçais. J'ai fait il n'y avait pas le mail à l'époque, ou alors ça coûtait cher, c'était un les lignes téléphoniques. J'ai fait des dizaines, des centaines de fax pour tout dénoncer. Je pense que oui, bon, la pétition n'a pas été fort suivie parce que bon, j'ai 3000 signatures à peu près. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de publicité, pas celle que je voulais, mais on nous a toujours fait passer pour des menteurs. Maintenant, il faudrait une commission parlementaire, mais autre chose qu'avec des hommes politiques. Moi, je veux bien qu'il y ait des avocats, qu'il y ait bien des citoyens. Moi, je veux bien m'exprimer devant 100 personnes. Je veux bien parler une semaine devant 100 personnes et leur prouver vraiment tout. Moi, je n'ai rien à cacher. Je peux regarder n'importe qui droit dans les yeux. On n'a pas triché. On a monté des dossiers contre nous. On a mis en néant les enquêtes. Là-dedans, c'est les victimes qu'il faut penser. C'est aux victimes qu'il faut penser. Alors, si moi j'avais été de la famille de Dutroux, ou ma soeur aurait été la marraine du fils de Dutroux, je ne sais pas quoi, j'aurais été un juge. Un juge, il se retire de l'enquête, il se désiste. Et il ne fait pas tout un cinéma comme il a fait. Parce qu'il faut voir, depuis le mois de mai, il s'inquiétait dans des courriers, la commission parlementaire, et qu'est-ce qu'on doit faire, si on doit y passer et tout. J'ai tous les courriers. J'ai acheté toutes les pièces à 75 € la feuille. J'ai acheté pour des milliers d'euros de pages. J'ai tout. Et tout est en lieu sûr, c'est dans 3 pays différents sur des CD, parce que bon, s'il arrive quelque chose, bon, j'ai assez de personnes qui pourront reprendre ça, parce que bon, c'est quelque chose de grave. Moi, je n'ai pas une feuille de papier chez moi. Je n'ai pas besoin. Tout est dans la tête, vous l'avez bien vu. Je peux vous donner des dates, des numéros de PV. J'ai refait, le mois passé, une ligne de temps. Vous allez rire. J'ai fait une ligne de temps en Access et elle fait 2600 lignes. Les dates et ce qui s'est passé. Je connais le dossier par cœur. Merci d'avoir accepté mon audition et si vous avez l'occasion, je vous demande de passer mon bonjour à M. Bourlet. Alors aussi, il faut le savoir, je suis occupé à rédiger un livre. Je suis occupé à rédiger un livre depuis 2018. Bon, ça fait peur à des éditeurs. Maintenant, je ne vais pas entrer dans les détails. On est occupé à le refaire avec quelqu'un d'autre. Ça ne sera peut-être pas en Belgique.